Bien, mesdames et messieurs, il est 17h en punto, donc nous allons commencer nos travaux. Je voudrais tout d'abord remercier Sorbonne Université de nous accueillir dans cette salle des actes où tant de brillantes thèses ont été soutenues. C'est la deuxième fois que l'Institut Georges Pompidou remet un prix de thèse. C'est une initiative qui avait été prise par mon prédécesseur Bernard Raison-Bert et que nous souhaitons évidemment poursuivre avec comme objectif d'encourager la recherche en sciences humaines et sociales et de renforcer l'intérêt du public pour les années Pompidou, 62-74, la personnalité, l'action et l'œuvre de Georges Pompidou. Cette année, nous allons remettre le prix à deux lauréats. Tout d'abord, Julien Genevoix, qui est là, de l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 pour sa thèse « Le dessin restauré, la France, la détente et l'os politique de la République fédérale d'Allemagne de 1965 à 1975 ». Et puis, un prix à Antoine Fournier, là-bas, de l'université Picardie Jules Verne pour son « De Gaulle et le monde ouvrier ». Et nous accueillerons également Landry Mayenne, qui est ici, de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est le lauréat de l'allocation de master de notre institut, qui présentera son mémoire sur l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, un acteur et un poste d'observation des mutations qui affectent les circuits financiers du régime général de 1967 à 1979. C'était avant le plan Juppé de 1996. Tout à fait. Voilà. J'ai fait une thèse qui va jusqu'au plan Juppé. Ah bon, je l'appelle comme ça parce qu'on dit toujours qu'il n'a jamais été appliqué, ce qui est tout à fait faux. Il a été intégralement mis en œuvre. Bon. J'espère que ce moment d'échange permettra d'abord aux auteurs de thèse d'exprimer l'essentiel de leur travail et de répondre, le cas échéant, aux questions que nous voudrions bien leur poser. Et puis, je pense que c'est surtout pour moi l'occasion, et pour nous tous, l'occasion de souligner combien, dans le monde chaotique où nous vivons, Georges Pompidou peut continuer à être plus que jamais une référence. Face à l'obscurantisme qui se répand un peu partout autour de nous, y compris aux États-Unis d'Amérique, Pompidou incarne le respect de la science, de la recherche, du savoir, de la connaissance, bref, de la recherche de la vérité. Et face à l'hystérisation des relations politiques, sociales, économiques, au culte de la force contre le droit qui s'instaure un peu partout, à l'effondrement du système multilatéral, je crois que le message de Georges Pompidou est aussi d'une brûlante actualité, lui qui défendait cette forme d'humanisme européen qui nous est propre, et j'irais jusqu'à dire la vertu de modération, chère à mon mentor Montesquieu, ou le courage de la nuance qui nous fait si fortement défaut aujourd'hui. Je vous remercie donc vivement de votre présence. Nous allons continuer à faire ce travail de mémoire autour de Georges Pompidou. Je vous signale en particulier le prochain colloque qu'organisera l'Institut sur la politique sportive de Georges Pompidou, qui aura lieu le 8 avril prochain à l'INSEP. D'autres manifestations sont également prévues tout au long de cette année 2026. Pour aller plus au fond des choses, je laisse volontiers la parole à la présidente de notre conseil scientifique, Madame Manigan. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je suis ravie qu'on puisse se retrouver effectivement dans cette salle des actes en Sorbonne. Merci à Sorbonne Université de nous accueillir et merci à Olivier Sibre d'avoir effectivement permis et d'être fait l'intermédiaire entre l'Institut Georges Pompidou et Sorbonne Université. L'occasion est donc la remise du deuxième prix de thèse de l'Institut Georges Pompidou ainsi que la remise d'un prix de Master 2. Alors, quand on a décidé de la mise en place de ce prix de thèse, notre volonté était d'une part de développer, comme vous l'avez dit, de renforcer la recherche, puisque finalement cet Institut Georges Pompidou, c'est histoire et mémoire, c'est aussi la vocation de marcher sur les deux jambes pour ses fondations mémorielles, renforcer la recherche en sciences humaines et sociales, renforcer l'intérêt pour le public, et pas seulement le public éclairé, des années Pompidou de 1962 jusqu'à 1974, pour l'action du président Pompidou et pour son œuvre.
Donc l'Institut Georges Pompidou a décidé de décerner tous les 2 ans un prix de thèse et un prix de master, récompensant des travaux en langue française ou traduits en langue française. On se réserve tout à fait la possibilité de ne pas attribuer ce prix s'il n'y a pas de candidat qui le mérite. Ça n'a pas du tout été effectivement le fait de ces deux années. Et nous allons donc décerner 2 prix de thèse de façon égale que nous avons partagés, d'une valeur de 7 000 € que les candidats et les lauréats se partageront pour, avant tout, effectivement, publier leurs travaux académiques. Le jury décide également de donner et de doter un prix de Master 2 d'une valeur, alors moins importante, c'est vrai, de 1 000 €. Alors, ces travaux ont été examinés par soit les membres du conseil scientifique, soit, si vraiment nous en avons besoin, et s'il le faut, nous recourons à des jurys qui sont extérieurs au conseil scientifique, choisis pour leur expertise dans tel ou tel domaine précis. Alors, comme j'ai eu la chance de siéger au jury, et n'y voyez pas de conflit d'intérêt, de siéger au jury de ces 2 prix de thèse, et j'en remercie les directeurs ici présents, je voudrais juste souligner les traits communs à ces 2 thèses de doctorat en histoire contemporaine. Tous les 2, ce sont des travaux qui sont des travaux d'ampleur, avec une diversité de la documentation et des sources convoquées, et notamment l'appel aux archives présidentielles, notamment au fonds Georges Pompidou, qui est évidemment aux archives nationales. Ce sont également des thèses qui ont donné et qui ont vraiment donné un apport majeur, me semble-t-il, à la recherche scientifique. Pour la thèse de Julien Genevois, eh bien, il a, grâce à une enquête excessivement minutieuse, démontré que la France, contrairement à la Vulgate, et la France de Georges Pompidou, n'avait ni freiné, ni été, effectivement, ni redouté l'ost politique. Et il rebâtit, effectivement, totalement cette Vulgate qui datait, il faut le dire, d'un certain nombre d'années. Pour Antoine Fournier, l'apport majeur a été sans aucun doute de lever un pan de l'histoire du gaullisme, et finalement le travail, Antoine, votre travail se situe dans un renouvellement à la fois des travaux sur le gaullisme et sur le pompidolisme, car vous avez montré que le général de Gaulle avait une attention depuis les années 30 tout à fait importante à l'égard du monde ouvrier. Et cette attention, il souhaitait en fait, par cet intérêt, cette attention soutenue au monde ouvrier, il souhaitait transcender les sources de tensions sociales dans la société française. Et vous avez également traité la fameuse, et le fameux qui nous occupera certainement à la fin de l'année ou l'année prochaine, la fameuse question de la participation. Et vous avez montré, Antoine, que la participation, l'échec n'était pas dû seulement à Georges Pompidou, bien au contraire, mais nous y reviendrons dans nos travaux, effectivement, tout au long de l'année, probablement en corrélation avec la Fondation Charles de Gaulle. Pour le déroulé de cette séance, alors je vous rappelle déjà notre programme. Il y a un mois, nous étions réunis au lycée Henri IV, où nous avons effectivement présenté l'ouvrage sur Georges Pompidou et l'éducation, ouvrage qui a été co-dirigé par Philippe Nivet, ici présent, et par Bruno Pousset. Henri IV, c'est là où Georges Pompidou avait enseigné, et c'est le seul enseignant à être devenu président de la République, ou le seul président de la République à avoir été effectivement enseignant. Dans un mois, le président Juppé vient de le rappeler, nous nous retrouverons à l'INSEP, alors pour un sujet effectivement qui est Georges Pompidou et les sports, avec un certain nombre de communications et une table ronde avec des témoins qui peuvent évoquer cette période et les politiques sportives de Georges Pompidou. Pour revenir au déroulé de cette séance, nous avons organisé les choses de la façon suivante. Tout d'abord, la présentation pendant une vingtaine de minutes de les thèses et des apports majeurs de cette thèse. Donc, Julien Genevois présentera sa thèse sur la France, la détente et l'ost politique de la République fédérale d'Allemagne
de 1965 à 1975. Cette thèse a été encadrée par le professeur Frédéric Bozeau de l'université Sorbonne Nouvelle, qui, je crois, lui laissera son temps de parole. Un travail qui éclaire à la fois trois choses, me semble-t-il, un triptyque: la politique étrangère de la France, la politique allemande, mais aussi, effectivement, l'Europe dans ce second XXe siècle. Ensuite, les professeurs Philippe Nivet et David Bellamy de l'Université de Picardie Jules Verne, qui ont co-encadré le travail d'Antoine Fournier, présenteront pendant une dizaine de minutes son travail et nous laisserons la parole pour une vingtaine de minutes à Antoine. Ensuite, Frédéric Tristram, qui est maître de conférences habilité à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, présentera les travaux de Landry Mayenne, qui a eu effectivement le prix de master sur un domaine, vous l'avez vu, qui est un domaine plus sur un champ d'histoire sociale et d'histoire économique. Et puis, à la fin de la prestation des trois lauréats, eh bien, vous pourrez poser les questions que vous le souhaitez. À l'issue de ces présentations, le président Juppé remettra symboliquement une médaille, elles sont là, ne vous inquiétez pas, en bronze de la Monnaie de Paris, du 50e anniversaire de l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République, remise aux lauréats et aux encadrants. Enfin, nous aurons bien mérité, effectivement, un petit rafraîchissement au buffet dans le club des enseignants qui jouxte cette salle. Je vous remercie beaucoup et je laisse effectivement la parole au premier lauréat du prix de thèse, M. Julien Genevoix. Julien, vous avez 20 minutes pour nous exposer les apports majeurs de votre travail. Merci Madame la Présidente. Comme toujours, vous avez défini un cadre tout à fait strict à nos travaux, donc nous allons nous y plier. Si j'ai bien compris, votre directeur de thèse vous laisse la parole directement. Oui. Voilà, c'est le cas. Alors je vous en prie, allez-y. Vous avez un micro, donc, ou passez à la tribune, au pupitre. Oui. Alors, le micro fonctionne directement ? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors, très bien. Donc, Monsieur le Président de l'Institut Georges Pompidou, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil scientifique de l'Institut Georges Pompidou et Mesdames, Messieurs les membres du public. Donc, avant de commencer à présenter mes travaux universitaires, donc mon travail de thèse, je souhaiterais tout d'abord remercier l'Institut Georges Pompidou pour l'attribution de ce prix de thèse qui, pour moi, constitue en fait le couronnement de 8 années de travail et 8 années de travail intense. Donc thèse, comme vous l'avez rappelé, qui s'intitule « Le dessin restauré, la France, la détente et l'os politique de la République fédérale d'Allemagne 1965-1975 ». Donc déjà, dans ce premier temps, je souhaiterais revenir sur ce qui a fait, je dirais, l'originalité de ce sujet ou ce qui m'a poussé à le traiter. Le premier élément qui, me semble-t-il, est important, c'est tout d'abord la question de la période historique. Donc période historique, la guerre froide, et au sein de la guerre froide, la détente, et au sein de cette détente, la détente européenne. Et l'élément qui est central, c'est précisément cette détente européenne. Montrer que dans ce vaste mouvement qui s'établit au tout début des années 60, l'Europe a joué un rôle particulièrement important. Et de ce point de vue-là, et je l'espère, mon travail de thèse avait pour but de provincialiser le dialogue américano-soviétique en termes de détente. Autre élément qui a justifié ce choix de thèse, c'est précisément les deux acteurs majeurs que j'ai retenus, à savoir d'une part la France et de l'autre l'Allemagne, plus précisément l'Allemagne de l'Ouest ou République fédérale d'Allemagne. Alors pourquoi ces deux acteurs sont-ils particulièrement importants pour la période qui nous intéresse ici, du milieu des années 60 au milieu des années 70 ? Eh bien la France, rappelons-le, à cette période-là, est le quatrième vainqueur de la Seconde Guerre mondiale en 1945, une position acquise de haute lutte par le général de Gaulle en 1944-1945. Premier élément. Deuxième élément, la France, rappelons-le, est pionnière en matière de détente, donc cette espèce de mouvement qui a été entamé par le général de Gaulle au milieu des années 60. Et d'ailleurs, rappelons-le, ce mot de détente est tellement important qu'il a été repris dans toutes les langues, et notamment en anglais, preuve de cette paternité française dans ce processus historique. Le premier acteur, la France.
nous en arrivons au deuxième acteur qui est l'Allemagne de l'Ouest. Alors là, l'Allemagne de l'Ouest, nous entrons dans une configuration géopolitique qui est tout à fait différente, puisque l'Allemagne, à ce moment-là, est donc le pays vaincu de la Seconde Guerre mondiale, divisé en deux, une république fédérale d'Allemagne à l'Ouest, une république démocratique allemande à l'Est, et donc un pays qui subit de plein fouet, au fond, la division de l'Europe en deux blocs antagonistes, avec ce rideau de fer qui se matérialise aussi bien à la frontière interallemande que même à Berlin, avec la construction de ce fameux mur le 13 août 1961. Donc toujours l'Allemagne qui, à la fin des années 60, entre dans une nouvelle phase politique, de politique étrangère, et qui introduit une politique à la fois intelligente et ambitieuse sous la houlette du nouveau chancelier Willy Brandt et, rappelons-le, de son éminence grise Egon Bahr. Donc voilà pour ces deux acteurs majeurs. Enfin, troisième élément important, c'est tout simplement la question des relations franco-allemandes depuis 1945. Et là aussi, de ce point de vue-là, ma thèse a pour but un peu d'éclairer cette relation qui est quand même une relation spéciale, puisqu'on a coutume de mettre en avant, je dirais, cette proximité entre Paris et Bonn, mais il y a aussi toutes les conflictualités, toutes les frictions qui peuvent apparaître entre ces deux pays. Et de ce point de vue-là, je ne peux que retenir la formulation qui a été retenue par Benedict Schönborn dans son fameux livre publié au milieu des années 2000, La mésentente apprivoisée. Comment on arrive à un moment donné à surmonter ces antagonismes, ces oppositions, pour construire ensemble une politique qui soit, je dirais, convergente. Enfin, je souhaiterais revenir là-dessus, mais ça c'est plus une question d'actualité, eh bien cette thèse entre en résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, puisque comme chacun sait, depuis le 24 février 2022, nous avons le retour en fait d'un conflit armé au cœur de l'Europe, précisément entre la Russie et l'Ukraine. Et d'aucuns ont voulu y voir, au fond, une sorte de retour à la guerre froide. Si on accepte cette idée d'un retour à la guerre froide, cela sous-entend qu'il faudra aussi revenir à une nouvelle détente. Et pourquoi pas envisager une nouvelle Neue Ostpolitik ou une Neue Ostpolitik au carré. On pourra retenir la formulation que l'on souhaite. Donc cette thématique, la France et la question de l'Ostpolitik, est une thématique qui a déjà été étudiée par le passé, et Madame la Présidente du Conseil scientifique a eu l'occasion d'y revenir, avec donc une historiographie qui est assez ancienne et qui remonte en réalité aux années 1980. Cette historiographie, elle existait, mais elle était datée et elle nécessitait une importante mise à jour. Alors, quelles étaient, au fond, les limites de cette historiographie ? Première limite concerne la grille de lecture, qui était une grille de lecture partiale, et je reprends ici les termes de mon directeur de thèse. Alors, pourquoi partielle et partiale ? Tout d'abord, eh bien, parce que, je dirais, le même rôle n'était pas attribué à la France et à l'Allemagne de l'Ouest. C'est-à-dire que d'un côté, on avait une Allemagne de l'Ouest qui était présentée comme particulièrement dynamique, en pleine ascension sur la scène étrangère, qui avait développé une politique particulièrement ambitieuse, avec un chancelier qui avait une aura qui quand même était extraordinaire, Willy Brandt, le résistant qui s'était exilé en Scandinavie, revenu en Allemagne au milieu des années 40, juste à la fin de la guerre, premier chancelier social-démocrate depuis le début des années 30, il est élu chancelier en 1969, donc ce qui fait quasiment 40 ans. Et de l'autre côté, nous aurions eu une France conservatrice, réactionnaire, soucieuse de conserver son leadership en Europe, et on pourrait presque dire fermée à tout ce qui venait du partenaire ouest-allemand. Donc ça, c'était le premier élément à corriger de cette grille de lecture partiale et partielle. Deuxième élément qui posait problème dans cette historiographie, ça concernait le matériau, puisque les premiers travaux qui ont été menés sur la question dataient des années 80-90, à une époque où les archives n'étaient pas encore ouvertes. C'est-à-dire que ces travaux ont été menés à partir de documents disponibles, je dirais, dans la sphère publique, à savoir les discours notamment, et ensuite sur des articles de presse et des articles de journaux. Mais au fond, tout ce travail et ce travail de fond, à partir des archives, n'avait pas été mené. Ou plutôt, il n'avait été mené que de manière partielle, à travers quelques articles. Et donc, il était important de reprendre tout ce travail de fond en comble, en allant explorer les archives et en allant les explorer en profondeur. Enfin, troisième limite de cette grille d'interprétation, c'était tout simplement la déconnexion qui était apparue au fur et à mesure des années et des décennies avec l'évolution historiographique sur toutes les thématiques touchant à ce thème-là.
Première historiographie qui a évolué, qui concernait l'Ostpolitik en elle-même. Quel a été le travail de Willy Brandt, d'Egon Bahr, et comment a évolué l'Ostpolitik en Allemagne du milieu des années 60 on pourrait dire, jusqu'à la fin des années 80. Deuxième historiographie qui n'avait pas été prise en compte, elle concernait en réalité la question du rapport de la France à la question allemande. Et là aussi, on a observé vraiment une évolution majeure depuis les années 90, où là aussi on est passé d'une vision où la France aurait été d'une certaine manière, je dirais, rétive sur la question allemande, à, au contraire, une historiographie qui montre que la position française a toujours été une position dynamique et qui visait à s'adapter aux réalités du moment. Enfin, troisième historiographie qui est très importante, elle concerne les grandes conférences de détente et notamment la CSCE, la fameuse conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, point d'orgue de la détente en Europe, mais de la détente tout court. Et là aussi, des travaux qui ont été menés depuis les années 2010 et qui étaient complètement absents de cette historiographie. Donc, pour répondre à toutes ces questions et pouvoir, je dirais, dépasser cette première grille de lecture, j'ai mobilisé un certain nombre de sources. Je ne vais pas toutes les rappeler, l'essentiel étant les archives nationales et les archives diplomatiques du côté français, auxquelles j'ai ajouté toutes les sources imprimées des différents pays qui étaient partis à ce processus, donc, à savoir certes la France avec les documents diplomatiques français, l'Allemagne avec les AAPD, les Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland. Ensuite, bien évidemment, les FRUS pour les États-Unis, les DBPO pour la Grande-Bretagne, auxquels il convenait encore d'ajouter des archives numérisées, notamment celles du Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, donc qui sont des archives numérisées issues directement du ministère des Affaires étrangères allemand. Donc maintenant, je souhaiterais évoquer en quelques minutes les principaux acquis de ma thèse, ce que je souhaite qu'elle ait apporté à l'historiographie. Donc le premier élément qui me semble majeur dans le travail que j'ai mené, c'est tout d'abord la redéfinition des bornes chronologiques. Tous les travaux qui se sont intéressés à cette question-là ont toujours retenu la chronologie 69-74, une chronologie qui est particulièrement utile et assez simple parce qu'elle correspond au mandat de Georges Pompidou, mais également au mandat de Willy Brandt en tant que chancelier. Il m'apparaissait extrêmement important de dépasser ces bornes pour faire ressurgir la continuité qu'il pouvait y avoir entre les différents présidents. Côté français, De Gaulle, Pompidou, Giscard, et côté allemand, Kissinger, Brandt, Schmitt. Deuxième élément qui me paraissait intéressant dans cette redéfinition des bandes chronologiques, c'est tout simplement 1965, la grande conférence de presse du général de Gaulle, qui pose les bases, les pose pour longtemps, de ce qu'est la détente française, et 1975, 1er août 1975 très exactement, signature de l'acte final d'Helsinki qui marque le terme de la CSCE et même d'une certaine manière le terme de la détente puisqu'après ça, les relations Est-Ouest se dégradent de nouveau. Donc, redéfinition des bandes chronologiques. Autre élément qui est particulièrement important dans ce travail, c'était en fait tout simplement, je dirais, un peu de réfuter cette thèse qui a eu cours pendant des décennies sur la soi-disant méfiance française, voire l'opposition française à l'Ostpolitik de l'Allemagne de l'Ouest dans les années 60 et 70. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que la France, et Georges Pompidou notamment, n'a pas été dans cette opposition que l'on a voulu faire croire, mais qu'il y a eu une volonté, au contraire, d'accompagner ce processus. Et je citerai une raison, en fait, qui est une raison simple, qui est tout simplement un principe de réalité. On a une détente qui est en cours, un aplanissement des difficultés, des frictions entre les différents États de l'Ouest et de l'Est, et au fond, il n'y aurait eu aucune raison de s'y opposer. Autre élément qui est majeur, c'est la question de la détente. La détente est un processus global. Or, dans ce processus global, il suffit qu'il y ait une fausse note, un grain de sable pour que l'ensemble déraille. Et ça, le meilleur exemple qui nous a été donné, ça a été précisément la répression du printemps de Prague à l'été 1968. Donc à partir de ce moment-là, il est particulièrement important que tous les processus de détente puissent fonctionner. Et de ce point de vue-là, et ça il faut le rappeler et le marteler, si l'Ostpolitik de la RFA avait échoué au début des années 70, c'est tout le processus de détente qui aurait échoué. Pour cette simple raison, Georges Pompidou et la France d'une manière générale ne pouvaient pas s'opposer à l'Ostpolitik de Willy Brandt. Donc il s'agissait bien de l'accompagner. Alors comment accompagner cette Ostpolitik ? Bien évidemment en ne laissant pas l'Allemagne faire ce qu'elle veut quand elle veut. Mais il s'agissait d'apporter, disons, des garde-fous. Le premier étant le rappel des droits alliés, et là nous avons un des éléments qui est majeur, constitutif
et même, je dirais, qui n'a jamais changé au fond dans la politique française, qui est la question des droits alliés, les responsabilités quadripartites, donc France, Grande-Bretagne, États-Unis, URSS, sur la question allemande. Avec dans l'objectif, alors non pas au fond de brimer l'ostpolitik ouest-allemande, mais au contraire de laisser la possibilité d'une réunification allemande dans le futur et à des termes qui sont ceux qui ont été fixés donc par la France, et j'aurai l'occasion de revenir dessus. Autre élément qui permet d'encadrer cette ostpolitik au-delà des droits alliés, c'est la question précisément de la CSCE. Et cela a été très bien montré par les travaux notamment de Nicolas Badalassi il y a une dizaine d'années, qui est que, eh bien, tout simplement, la France réfléchit dès 1969 à la question de la CSCE, précisément pour offrir ce cadre dans lequel l'ostpolitik pourrait donc se déployer. Autre élément que j'ai voulu mettre en avant, c'est la question de la méfiance. Alors, il y avait ce concept-là qui durait depuis les années 90, qui aurait été, au fond, la notion de double sécurité. À savoir que durant la détente, la France aurait voulu se prémunir à la fois de l'Union soviétique et de l'Allemagne. Ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'en réalité, ça n'était pas tout à fait le cas, et qu'au fond, la vraie méfiance a été tournée vers l'URSS. Pourquoi l'URSS? Puisque dans tout ce processus de détente, c'est le seul pays qui vraiment participe à toutes les négociations, que ce soit les traités sur l'ostpolitik, la CSCE, les MBFR. Et de ce point de vue-là, il y avait un risque majeur que l'Union soviétique tire profit du fait qu'elle était, entre guillemets, l'interlocutrice universelle dans ce processus. Autre élément que j'ai voulu démontrer, mettre en avant, c'est la question de la position française sur la question allemande. Là aussi, l'une des vulgades qui existent sur Georges Pompidou, c'est qu'il aurait été vraiment dans une opposition frontale à la réunification allemande. Et d'ailleurs, je peux citer une phrase que j'ai trouvée dans les différents ouvrages que j'ai pu lire, disant que Georges Pompidou craignait la réunification allemande, je cite, comme le diable l'eau bénite. Or, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'en réalité, il n'y avait pas d'opposition à la réunification allemande. Mais je dirais cette position-là, qui est la position pompidolienne, elle est aussi la position française sur toute la période. C'est-à-dire, oui à la réunification allemande, mais pour une raison simple, c'est que la division de l'Allemagne est presque une aberration historique née de la scission du monde en deux blocs antagonistes en 1947. Donc, de ce point de vue-là, la réunification allemande constitue, et là je cite le général de Gaulle, le destin normal du peuple allemand. Maintenant que ce constat a été posé, oui, la réunification, mais pas à n'importe quel prix. Et de ce point de vue-là, on en revient au fond à ce qui est toujours la même chose, les trois conditions posées par le général de Gaulle à la réunification allemande. Première condition, reconnaissance de la ligne Oder-Neisse. Deuxième condition, renonciation définitive à tout projet d'armes nucléaires. Et troisième condition, participation active au projet de construction européenne. Voilà les trois conditions, et elles n'ont pas changé entre le milieu des années 60 et quelque part jusqu'à la réunification de 1990. Et il me semble qu'il était important de rappeler ce qu'était cette position française et comment elle a perduré notamment durant la détente. Enfin, dernier élément que j'ai souhaité mettre en avant dans ce travail de thèse, c'est précisément le rôle de la diplomatie française. Et une diplomatie française qui a fourni un travail que je pourrais qualifier d'extrêmement habile et d'extrêmement extraordinaire. C'est-à-dire une position à la fois extrêmement souple dans la recherche du compromis, mais qui ne viendrait jamais entraver le travail de la République fédérale d'Allemagne dans ses négociations avec les démocraties populaires et avec l'Union soviétique. Et donc, de ce point de vue-là, il fallait revenir, et je dirais mettre en avant ce rôle-là qui était celui de la diplomatie française. Donc, ce sont ici vraiment tous les éléments que j'ai essayé de mettre en avant dans mon travail de thèse, et j'espère y être parvenu. Je vous remercie pour votre attention. Merci. En tout cas, vous communiquez avec force votre conviction dans ce propos très synthétique que vous venez de nous adresser. Je donne la parole évidemment maintenant à l'assistant si vous avez des questions à poser à M. Genevoix. Et peut-être en avez-vous, Monsieur le Président? Je laisse les membres de l'assistance tirer les premiers. Je n'avais pas vraiment de questions, peut-être quelques réflexions en projetant ce que vous nous avez dit et qui est très intéressant sur la situation actuelle. Je vois deux constantes, vous me démentirez si je me trompe. La première, j'ai bien aimé votre formule, c'est ce que vous appelez la mésentente apprivoisée.
il y a cette idée que le couple franco-allemand est un couple parfaitement uni, et paisible, que tout se passe très bien entre nous. Ça n'a jamais été vrai. Et c'est aujourd'hui, hélas encore, tout à fait inexact. On voit bien les différentes raisons d'opposition, voire de fracture. Le Mercosur, par exemple, je cite ces deux exemples contemporains, ou notre divergence sur le SCAF, le fameux système de combat d'avant du futur. Donc rien n'est jamais simple entre la France et l'Allemagne, mais précisément, nous sommes toujours arrivés, grâce à la diplomatie, grâce aux initiatives de nos chefs d'État ou de nos chefs de gouvernement, à surmonter ce qui n'est pas une convergence naturelle de nos intérêts, je dirais même ce qui est parfois une divergence naturelle. Deuxième idée qui s'est perpétuée, si je puis dire, après la période historique que vous avez envisagée, celle de l'hostilité de la France à la réunification de l'Allemagne, Mitterrand. On a beaucoup dit aussi que le président Mitterrand s'était opposé au moment de la chute du mur de Berlin à la réunification de l'Allemagne. Je n'ai pas de point de vue historique sur cette question. Peut-être y consacrerez-vous une prochaine thèse lorsque vous dépasserez les bornes historiques de votre travail. Voilà. Et deuxième petite réflexion quand même, pour ne pas être trop long, j'ai essayé de voir quelles étaient les lignes de continuité. Il y a quand même un changement total dans la relation franco-allemande aujourd'hui. C'est la façon dont les États-Unis d'Amérique cessent d'être un partenaire fiable. Pendant toute cette période, quelle que soit la volonté d'ouverture à l'Est des chanceliers successifs allemands, le point d'ancrage essentiel, c'était quand même la confiance dans le parapluie nucléaire américain et dans la protection au sein de l'OTAN. Aujourd'hui, cette confiance, je pense qu'on peut dire, sinon a disparu, du moins est fortement entamée, d'où l'évolution des relations entre la France et l'Allemagne en matière de sécurité et la réapparition de ce qui n'est pas tout à fait nouveau. C'est-à-dire que sont les intérêts vitaux de la France protégés par notre dissuasion nucléaire. Le débat redevient d'actualité. Il a déjà été posé à plusieurs reprises par les présidents successifs depuis une vingtaine d'années. Voilà quelques remarques simplement sur ce que, M. Auger, votre travail et votre propos me donnent tout à fait envie de lire votre thèse. Merci. Merci beaucoup. Peut-être effectivement, vous avez fait allusion également au fait que il y avait aussi une vulgate comme quoi le président Mitterrand était hostile à la réunification. Vrai ou faux? Eh bien, je crois que comme nous avons la chance d'avoir le président du conseil scientifique de l'Institut François Mitterrand, Frédéric Bozo, et qu'il a travaillé là-dessus, il peut peut-être nous en dire quelques mots. Il y a un conflit d'intérêt. C'est un peu gênant. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que je pense que par rapport à ce qu'a dit M. Juppé sur la mésentente apprivoisée et le fait que entre ces deux pays il existe en réalité des divergences d'intérêts majeures, je pense que la thèse de Julien Genevoix, qui s'inscrit effectivement dans une historiographie plus large sur la France et la question allemande, qui a été sensiblement renouvelée depuis une dizaine d'années, contribue justement à cet apprivoisement de mésentente. Il faut expliquer à nos amis allemands que la France n'a pas passé des années de guerre froide à essayer d'empêcher l'Allemagne de se réunifier. C'est très important. Et il ne le continue toujours pas. Je suis très frappé par. Je ne suis pas germaniste particulièrement, comme d'autres sans doute autour de cette table, mais je suis quand même les débats historiographiques allemands, très frappé de voir à quel point ce genre de thèse finalement a du mal à percer en Allemagne. Comme si par principe il était impensable que la France eût défendu justement l'intérêt national allemand. Alors que fondamentalement, si on suit les discours des Anglais, on peut comprendre que le rappel vient de voir que du point de vue français, la division de l'Allemagne est tout simplement une anomalie historique, une aberration historique. Et la politique de la Ve République étant une politique des réalités, il était absolument aberrant que De Gaulle eût une autre posture que celle qu'il avait énoncée dans sa fameuse conférence de presse du 4 février 1965, tenue 20 ans jour pour jour après le début de la conférence de Yalta. Il était impensable que Pompidou eût une autre attitude que celle d'un épaulement de l'os politique, et il était également, peut-être encore plus impensable que Mitterrand se fût opposé à la réunification. Il aurait voulu dire en réalité venir à l'encontre d'abord 10 ans de politique française et d'Allemagne, depuis la rencontre de Mitterrand de 1982, et en réalité 40 ans de politique allemande et France. Mais ça, les Allemands ont beaucoup de mal à comprendre, y compris nos amis universitaires, qui pourtant devraient faire l'effort de lire les travaux les plus récents, et ça montre bien effectivement la
Merci. Donc, si je comprends bien cette idée que la France et l'Allemagne se sont un peu affrontés sur la réunification, elle est plus vivante en Allemagne qu'en France. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui donne matière en Allemagne à cette idée que la France a freinée ? Alors, je sais bien qu'on peut citer toujours François Mauriac. J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Voilà. J'en ai jamais trouvé, la véracité des choses. La vraie phrase de Mauriac à prendre en considération quand on parle de l'Allemagne, c'est une magnifique phrase de Gottnote de 1967, qui d'ailleurs se situe dans la période dont parle Julien Genevois, où il y a un peu de friction franco-allemande, pas sur cette question de politique, mais sur d'autres questions. Et donc, Mauriac, citant Polyeucte, dit je l'aimais par devoir, ce devoir dure encore. C'est un magnifique vers, c'est joli. Oxymore, il dit voilà, nous aimons l'Allemagne par devoir, et ce devoir dure encore. Donc, je pense que la phrase de Mauriac est complètement fausse, elle n'a jamais existé, la phrase sur deux Allemagne. Celle-ci me semble beaucoup plus juste et beaucoup plus représentative de la réalité des rapports franco-allemands. Je vous ai pris la parole. Il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, pourquoi justifier au fond cette permanence de la tête de la défense française et l'opposition à la réunification allemande en Allemagne? Moi, ce que j'ai tenté d'expliquer, tout simplement, en fait, on en revient toujours à des ententes apprivoisées au fond des politiques qui sont très différentes et de manière différente d'accéder, au fond, j'ai au même objectif qui est la réunification allemande. Et donc ça, les Allemands parfois ont du mal à comprendre ce qu'est, je dirais, la politique française. Systématiquement, quand les Français arrivent avec des idées qui sont très loin, au fond, d'être stupides, les Allemands ont souvent du mal à les comprendre, ces idées-là, et à savoir où veulent en aller les Français. Alors même que les Français, au fond, expliquent ce qu'ils veulent faire. Mais au fond, le point, je pense, qui est le plus important, et qui fait que les Allemands ont pensé que les Français étaient opposés à la réunification, c'est la question de la ligne Oder-Neisse. Et ça, c'est vraiment un élément majeur. Je pense qu'il y a au fond, du côté allemand, du moins à cette période-là, je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, mais il y en a peut-être une rémanence, les Allemands ont reproché aux Français de cette reconnaissance pleine et définitive de la ligne Oder-Neisse. Et ça, à cette époque-là, durant la guerre froide, les Allemands ne voulaient absolument pas en entendre parler. Et ça, c'est un point commun que les Français avaient, je dirais, presque en commun avec du coup les démocraties populaires comme la Pologne, qui étaient aussi pour une reconnaissance des lignes Oder-Neisse. Et donc, ce qui a un peu brouillé les cartes, puisque précisément la position française était une position hybride. On avait d'un côté la position allemande qui était réunification dans les frontières de 1937. De l'autre côté, on avait la position notamment polonaise qui était reconnaissance de la division allemande et reconnaissance de la ligne Oder-Neisse. Et on avait les Français qui étaient vraiment au milieu, qui étaient pour une réunification allemande, mais avec une reconnaissance de la ligne Oder-Neisse. Et donc cette position hybride française, elle n'a pas toujours été comprise. Et donc ce qui fait qu'au fond, s'est développée cette thèse selon laquelle la France ne voulait pas de la réunification de manière toute simple. Et voilà, moi après je ne vais pas revenir dessus, mais toute la question des médias aussi qui ont amplifié, je dirais cette grille de lecture-là, et qui a fini vraiment par s'imprégner dans l'historiographie, parce que précisément la première historiographie reposait sur tout simplement des articles de journaux, sur la presse de manière générale. Merci de cette explication. Donc il est d'intérêt vital que votre thèse soit largement diffusée en Allemagne. Elle sera traduite, non ? Alors, je ne sais pas, il faut déjà qu'elle parle en français, mais si elle peut être traduite, elle le sera. Je ne vous opposerai pas, cela dit, j'ai déjà eu l'occasion de publier des choses en allemand, donc j'espère que ça a déjà commencé à faire son chemin. Des questions complémentaires ? Non. Bien, écoutez, il nous reste à vous remercier, à vous féliciter, à remercier votre directeur de thèse aussi. Et nous allons pouvoir passer au sujet suivant. Alors là, je crois que les co-directeurs de la thèse de M. Fournier vont s'exprimer. Donc, je leur laisse la parole. Voilà, pour une dizaine de minutes, pour vous deux. Philippe. Monsieur Nivet. 10 minutes, rassurez-vous. Donc, je voulais surtout faire quelques salutations et remerciements préalables. D'abord, au Conseil régional des Hauts-de-France, puisque cette thèse a été cofinancée par l'Université de Picardie. Vous voulez, Olivier, que Philippe vienne? Tu peux venir là? Oui. Oui, c'est pour enregistrer peut-être. C'est pour l'enregistrement. Je pense qu'on m'entend. Oui. Je pense que ça...
Oui, donc assez brièvement, donc je reprends, je voulais faire quelques salutations et remerciements. D'abord, donc des salutations et remerciements au Conseil régional des Hauts-de-France et donc à son président Xavier Bertrand, puisque cette institution a cofinancé avec l'Université de Picardie donc la thèse d'Antoine Fournier qui reçoit le prix ce soir, dans un cadre précis, puisque chaque année, le Conseil régional des Hauts-de-France choisit des thématiques pour financer des doctorats. Et en 2020, il avait décidé, dans le cadre d'une année de Gaulle, de financer des travaux sur De Gaulle et le gaullisme. J'avais répondu avec enthousiasme au cours de l'Université de Picardie à cette proposition. Je crois d'ailleurs que l'Université de Picardie a été le seul établissement de la région universitaire à répondre à cette demande. Et donc, nous avons pu engager ce travail. Donc, j'en remercie vivement donc, Xavier Bertrand et son équipe, puisque c'était une marque forte d'un intérêt pour l'histoire et pour le gaullisme. Remerciements également et salutations à ceux qui ont aidé Antoine Fournier à faire ce travail. En premier lieu, l'Institut Georges Pompidou, dans la mesure où, certes, le sujet est de Gaulle, mais on est dans les années Pompidou, puisqu'on avait aussi défini les thèses comme concernant les années Pompidou 62-74, et que Antoine Fournier a notamment pu utiliser le très riche fonds d'archives orales et d'entretien de l'Institut Georges Pompidou, dont on ne cesse de saluer l'intérêt quant au travail sur la période, ainsi que d'autres documents, et aussi saluer un des partenaires privilégiés de l'Institut Georges Pompidou, à savoir les Archives nationales qui sont représentées à son conseil scientifique, puisque Antoine Fournier a évidemment abondamment utilisé les fonds présidentiels De Gaulle et Pompidou à ses archives nationales et qu'il y a donc trouvé une aide précieuse. Et puis, saluer aussi notre ami Bernard Lachaise, membre du conseil scientifique donc, de l'Institut Georges Pompidou, qui a fait partie de ce qu'on appelle maintenant le comité de suivi de thèse d'Antoine Fournier, puisque on n'a plus suffisamment confiance au directeur de thèse, donc il a fallu créer en plus des directions de thèse des comités de suivi de thèse, et par conséquent, j'avais fait appel à Bernard Lachaise pour épauler et conseiller Antoine, et ses conseils ont été fort éclairés. Et puis, remercier et saluer enfin Antoine lui-même, qui a donc répondu à ce sujet et qui a le courage de faire de l'histoire politique, de la faire très bien. Donc, rappeler que Antoine a été, à David Bellamy et à moi-même, un de nos étudiants dès la première année à l'Université de Picardie, qu'on l'a repéré assez vite, qu'il s'est ensuite consacré dans le cadre de son master à de l'histoire politique autour de la personnalité de Max Lejeune, député maire d'Abbeville, fort important dans l'histoire du socialisme et dans l'histoire politique de la Picardie, mais aussi dans l'histoire des 4e et 5e Républiques, et qu'à l'issue de ce travail sur Max Lejeune, qui a donné lieu à un certain nombre d'articles publiés, il s'est engagé avec passion dans de l'histoire politique pour aboutir donc en 6 ans, 5 ans même, en ce travail qui est salué ce soir. Et je tiens vraiment à le remercier parce que je n'ai rien contre l'histoire du genre ou contre l'histoire des représentations, mais enfin quand même trouver encore des étudiants pour faire de l'histoire politique, ça paraît très bien. Une nouvelle génération se crée. Antoine a pris quelques initiatives pour organiser, Christine y était aussi, des journées de jeunes doctorants en histoire politique, et je suis donc très heureux de le saluer et de le remercier dans ce cadre. Donc sur le sujet lui-même, je vais lui laisser la parole, simplement puisque nous essayons aussi ce soir de montrer l'actualité des sujets de thèse qu'il saurait compenser, peut-être saluer ce sujet sur De Gaulle et le monde ouvrier, dont j'ai été un peu à l'initiative, qui renvoie à une période où les
parti de gouvernement s'occupait aussi du monde ouvrier et peut-être que s'il y avait un intérêt un peu plus contemporain aussi, il n'y aurait pas les dérives que le président Juppé a saluées en ouvrant cette réunion. Mais sur le fond, je laisse évidemment à Antoine le soin de vous donner la primeur du contenu de son travail. Merci. Le co-directeur de thèse ne souhaite pas s'exprimer. Ça y est, M. Nivet a parlé pour vous deux. Alors je laisse la parole à l'auteur de la thèse, M. Fournier. Vous me l'enverrez, ça ? Bien, merci Monsieur le Président de l'Institut Georges Pompidou, Madame la Présidente du Comité scientifique, Mesdames, Messieurs, les membres du Comité scientifique, Mesdames, Messieurs. C'est un honneur pour moi que de présenter mes travaux aujourd'hui devant vous. Je suis particulièrement reconnaissant à l'Institut Georges Pompidou d'avoir distingué ces travaux en me désignant co-lauréat de son prix de thèse. Lors de mes recherches, on m'a souvent expliqué qu'une bonne thèse est une thèse qui est terminée et qu'une excellente thèse est publiée. Eh bien, je remercie vivement l'Institut Georges Pompidou qui, grâce à ce prix, eh bien, va favoriser la publication de ces travaux. Il est important pour moi de commencer en remerciant les personnes sans qui l'aboutissement de ces travaux n'aurait pas été possible. Ma famille, pour son soutien indéfectible. De même que les enseignants qui, de longue date, m'ont transmis le goût de l'histoire et de la recherche. Je tiens ici à remercier mes directeurs de thèse, Philippe Nivet et David Bellamy, qui n'ont ménagé ni leur temps ni leurs conseils depuis le début de mes travaux. Je sais ce que je leur dois. L'Université d'Amiens, où l'histoire politique est bien représentée, m'a offert la possibilité de réaliser un cursus complet depuis la licence jusqu'au doctorat. L'école doctorale, ainsi que le laboratoire Centre d'histoire des sociétés, des centres, des sciences et des conflits, m'auront offert un cadre permettant la réalisation de cette recherche dans les meilleures conditions. Cette thèse a en outre bénéficié du soutien du Conseil régional des Hauts-de-France, qui en a financé une partie dans le cadre d'un contrat doctoral lors de l'année de Gaulle de 2020. J'en profite pour remercier les personnels d'archives, bibliothécaires, documentalistes pour leur travail essentiel, d'autant plus que plusieurs nous font l'honneur de leur présence ce soir. L'approche de l'histoire politique qu'appelle ce sujet s'inscrit dans mon parcours universitaire. J'avais déjà en master eu l'occasion de consacrer mes recherches, sous la direction de David Bellamy, à une personnalité politique de la Somme, Max Lejeune, à travers ses mandats locaux. C'est ce qui m'a incité à déposer ma candidature sur ce projet de thèse. L'intitulé du sujet, De Gaulle et le monde ouvrier, conduit à centrer l'étude sur la personne du général de Gaulle. C'est l'angle qui a été retenu pour structurer cette recherche. Le plan thématique organise la thèse autour de la pensée du général, puis de son action, et enfin de leur réception parmi les ouvriers. Cela s'inscrit dans l'idée que De Gaulle se faisait de l'action. Influencé par Bergson, il avait, dans ses jeunes années, théorisé l'action militaire autour de la question des circonstances, se détachant des plans préétablis et peu adaptés aux contingences. Si cette approche reprend beaucoup aux militaires, elle ne néglige pas d'étudier le général en homme de lettres, pour qui la recherche de la bonne formulation était sans doute aussi importante que celle du bon moment pour agir. Il s'agit ainsi d'aller au-delà du mythe que De Gaulle contribua lui-même à forger pour s'intéresser à la personnalité publique douée d'un sens politique particulièrement aiguisé. Une problématique qui découle de cette recherche et qui me tient particulièrement à cœur est de déterminer les moyens d'action d'une personnalité politique dans le cadre de l'exercice du pouvoir. Le rapport du général de Gaulle au monde ouvrier s'y prête
particulièrement. Les ouvriers atteignaient alors leur apogée dans la population. En 1968, les 7,7 millions d'ouvriers représentaient 38% de la population active. Cette présentation traitera d'abord des sources consultées, puis des principales conclusions de cette recherche. L'action de Georges Pompidou ne sera pas oubliée, puisqu'il eut un rôle dans la définition de la politique sociale en tant que Premier ministre. En ce qui concerne les sources, donc, la première question qui se pose sans doute à qui veut étudier le général de Gaulle aujourd'hui est « que dire ?» ou du moins « que dire de nouveau ?» Des centaines d'ouvrages lui ont déjà été consacrés, mais il est très vite apparu que les études traitant spécifiquement de sa politique sociale sont assez rares et, à plus forte raison, celles touchant à son rapport au monde ouvrier. Souvent, le thème occupe quelques paragraphes et plus rarement un chapitre entier dans les ouvrages qui lui sont consacrés. Ce sont alors plus de 120 journées qui ont été consacrées au dépouillement d'archives dans différents centres afin de traiter et d'approfondir ce sujet. Le fonds des archives des chefs de l'État, conservé aux archives nationales, a constitué un apport majeur. Les documents versés relatifs à la présidence du général de Gaulle y représentent environ 2500 cartons. Tous ceux ayant trait au sujet, ou même permettant de l'éclairer, furent systématiquement consultés. Cela fut l'occasion de retrouver des documents inédits émanant de l'Élysée, et même, pour certains, du général de Gaulle. À ce titre, une attention particulière fut portée au brouillon des discours que de Gaulle rédigeait lui-même. Ceux prononcés lors des 1er mai pour la période du RPF furent une source riche en apports et peu utilisée jusqu'ici. De Gaulle faisait plusieurs versions de ses discours avant d'arriver à la forme finale, ce qui a été relativement peu étudié, si bien qu'il a été possible de trouver des passages inédits. L'intérêt aussi de voir les corrections apportées entre les versions, ce qui permet d'approcher au plus proche les choix opérés et donc de mieux comprendre sa pensée et sa stratégie. La Fondation Charles de Gaulle, par la richesse de ses archives concernant les mouvements ouvriers, a constitué une autre source majeure, tant pour déterminer son implication dans la définition du programme social que pour mesurer l'écho rencontré parmi les ouvriers ou encore la préparation des déplacements dans des secteurs ouvriers. L'abondante presse ouvrière gaulliste, notamment le Rassemblement ouvrier, y a été presque intégralement consultée. Évidemment, les archives de l'Institut Georges Pompidou furent également mobilisées, puisque ce sont une grosse dizaine de témoignages oraux qui ont été consultés. Outre les papiers du général de Gaulle, les archives émanant de son entourage et d'acteurs de la définition de la politique sociale ont été l'objet d'un intérêt spécifique. Ce fut l'occasion de consulter une abondante documentation relative à Georges Pompidou et à ses proches. Nous pouvons citer Édouard Balladur ou encore Michel Jaubert. Les archives départementales de 3 territoires ouvriers ont aussi été au cœur de cette étude, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, la banlieue rouge parisienne et la vallée industrielle de la Moselle. L'objectif était de s'intéresser à la réception de la politique menée à travers les notes des renseignements, des résultats électoraux et de la presse. Les résultats électoraux croisés avec les données issues du recensement de la population de 1962, obtenues au siège de l'INSEE, ont été l'occasion d'affiner les études électorales existantes. Une attention spécifique fut aussi portée aux sources audiovisuelles par le biais des archives de l'INA. Les actualités filmées, journaux télévisés n'avaient jusque-là fait l'objet que de peu de recherches en ce qui concerne le rapport du général de Gaulle au monde ouvrier. De nombreuses sources institutionnelles ont ainsi été consultées, correspondant à une démarche par le haut qui s'intéresse d'abord à la vision du pouvoir, ses mécanismes, ainsi qu'à ses représentations des ouvriers. Cette approche a été complétée par la consultation d'archives émanant du monde ouvrier. Ce fut le cas aux archives nationales du monde du travail à Roubaix, où la recherche s'est concentrée sur les documents concernant la position des centrales syndicales et de leurs adhérents sur le général de Gaulle et sa politique. Suivant l'angle retenu qui se focalise sur le général de Gaulle, la première partie de la thèse s'intéresse à l'ensemble de ses idées sociales concernant les ouvriers. Il s'agit de préciser toutes les influences qu'il a reçues, principalement le catholicisme social, mais aussi le socialisme pré-marxiste, de sorte de mesurer leur place dans la construction de sa pensée sociale.
Cette approche a permis de déterminer plus précisément ces idées sociales qui se cristallisèrent autour de l'idée d'association entre le capital et le travail. L'ambition était de pacifier les relations entre direction et ouvriers au sein des entreprises et de favoriser la productivité, facteur de la grandeur nationale qui était l'objectif ultime du gaullisme auquel tout le reste était subordonné. Il est établi que De Gaulle ne fut pas un théoricien social, mais sa pensée fut structurée autour de thèmes qui constituèrent une armature qu'il développa au gré des influences reçues. Outre la représentation que De Gaulle s'est faite du monde ouvrier, la manière avec laquelle il l'a présenté publiquement est aussi au cœur de cette première partie. L'approche chronologique a permis de mettre en avant des évolutions du discours du général. Plusieurs périodes de forte expression de ces idées sociales en direction des ouvriers ont ainsi été mises en avant. 1942-1943, 1947-1950, 1966 à 1969. Cela permet de mieux comprendre sa stratégie politique. En 1942-43, le Parti communiste gagnait en influence et la position du général était fragilisée, d'où l'importance d'obtenir le soutien ouvrier. À la fin de la décennie, De Gaulle envisageait attirer une partie de l'électorat du Parti communiste dans le contexte des débuts de la guerre froide et des grèves massives. À partir de 1966, alors que le régime était installé, que les premières priorités du retour au pouvoir avaient été traitées, un nouvel accent, avec une tonalité radicale, surtout après mai 68, fut porté sur les questions sociales et ouvrières. Les pics de communication de De Gaulle concernant le monde ouvrier s'inscrivent ainsi dans une temporalité spécifique. De même, alors que les brouillons de ses discours révèlent une hésitation à employer l'expression « lutte des classes » au début des années 1960, celle-ci fut directement employée sans hésitation après mai 68. À l'inverse, les périodes où le discours social fut éclipsé se comprennent aussi par l'étude du contexte. Pendant longtemps, le général a choisi de mettre le thème de l'association capital-travail, puis participation, en sourdine lors des périodes électorales. Les oppositions soulevées par ces projets sociaux, notamment dans les milieux économiques, et qui nuisirent à son mouvement, peuvent expliquer cette prudence. Le général de Gaulle avança donc sur le sujet avec stratégie, à pas compter, choisissant les circonstances propices. Ce constat a permis de mieux comprendre, dans la deuxième partie de la thèse, la politique menée en direction des ouvriers. Cette partie s'intéresse notamment au rôle du général de Gaulle dans la définition de la politique sociale. Pour cela, une attention particulière fut portée aux acteurs et entourages qui participèrent à la définition de cette politique. Il s'agit de mesurer plus précisément, grâce à de nouvelles sources, la chaîne de la prise de décision et ainsi l'amplitude des moyens d'action dont ces acteurs bénéficièrent. L'action de plusieurs individus a pu être précisée à l'image de Bernard Ducamin, conseiller de l'Élysée qui prit une place importante dans l'élaboration des textes sociaux. Nous avons en outre pu déterminer différentes stratégies parmi les gaullistes de gauche, dont les scissions sur les projets sociaux semblent recouvrir les divergences entre le général de Gaulle et Georges Pompidou. L'influence de chefs d'entreprise sur le général de Gaulle, de même que celle d'expériences étrangères, on peut citer la cogestion allemande, furent également précisées. Les étapes de la préparation de plusieurs textes en direction des ouvriers ont pu également être affinées. C'est le cas des textes sur la participation avec les deux ordonnances du 7 janvier 1959 et celle du 17 août 1967 et qui reprennent en partie les ambitions gaulliennes. Pour celle de 1967, les échanges entre l'Élysée et le gouvernement attestent de la part prise par Matignon et en particulier par Édouard Balladur, conseiller social de Georges Pompidou dès les premiers projets, avec un suivi attentif de la part de Georges Pompidou. La position de Georges Pompidou vis-à-vis de la politique sociale, ainsi que son rôle dans sa définition, ont ainsi pu être détaillés. Cette implication aboutit à un projet jugé en deçà des attentes de De Gaulle. C'est probablement pourquoi il relança les travaux sur la participation dans l'entreprise après mai 68, ce qui était moins connu, en reprenant les choses en main et fixant un cap en octobre 1968, par exemple, quand les travaux du gouvernement lui semblaient s'éloigner de ses objectifs et même de ses directives.
Outre la participation dans l'entreprise, nous sommes intéressés à l'intervention du général et des principaux acteurs concernés dans d'autres domaines de la politique sociale, de la prise en compte du chômage à la définition du salaire minimum, en passant par la question de l'immigration de travailleurs. Sur chacun de ces sujets, il a été possible de préciser la position du général de Gaulle. L'action politique repose également sur la communication. C'est la raison pour laquelle une place particulière a été accordée à la médiatisation des déplacements du général de Gaulle au contact des ouvriers des années 1940 aux années 1960. Les scènes d'unanimité ouvrière furent recherchées tout au long de la période. Ces moments étaient particulièrement préparés en vue de démontrer une adhésion au général. Une place spécifique fut accordée aux mineurs, sans doute autant en raison du symbole qu'ils représentaient après-guerre que de la nature parfaitement reconnaissable de leur tenue de travail. C'est pourquoi leur présence fut mise en avant dans les grands bassins industriels, mais également dans des communes plus éloignées, par exemple Dijon. La recherche de ce symbole fut constante, bien que le contenu des discours ait connu des évolutions auprès de la période. La troisième partie de la thèse s'intéresse quant à elle à l'influence que De Gaulle exerça parmi le monde ouvrier. Pour cela, un gradient d'intensité a été retenu. D'abord l'engagement ouvrier dans la résistance, puis celui dans les mouvements gaullistes, ensuite l'influence du gaullisme parmi le monde syndical, et enfin l'écho rencontré par De Gaulle et ses idées sociales dans l'opinion ouvrière. Pendant la guerre, les liens entre les Français libres et les organisations ouvrières, à l'exemple du centre syndical français installé à Londres au début de la guerre, ont été déterminés. En ce qui concerne les mouvements gaullistes, la place qui était réservée aux ouvriers dans les instances du parti fut précisée. L'étude des candidats aux élections permet de faire le point sur les personnalités qui étaient mises en avant par les gaullistes. De Gaulle ayant une influence dans la composition de ces mouvements et des candidatures, cela permet de préciser ces arbitrages. Le nombre de candidats ouvriers fut faible. Entre 1951 et 1968, aux élections législatives, ce sont seulement 45 ouvriers ou anciens ouvriers qui portèrent les couleurs gaullistes. 24 en 1951, 21 sous la Ve République. Bon nombre d'entre eux avaient participé à la résistance. Cela est à rapprocher des milliers de candidatures gaullistes de la période pour le Palais Bourbon. De plus, ces candidatures étaient souvent en position défavorable en 1951 ou dans des circonscriptions difficilement gagnables entre 1958 et 1968. De fait, nous avons identifié seulement 5 députés gaullistes, ouvriers ou d'extraction ouvrière, qui siégèrent au Palais Bourbon sur la période. Ce nombre comprend 2 anciens ouvriers, un contremaître, un ouvrier pâtissier et un tourneur sur métaux qui prit finalement ses distances avec le RPF. Si ce dernier, cet ouvrier, a dit avoir été candidat à la demande du général de Gaulle, il apparaît que celui-ci n'a pas particulièrement poussé la représentation ouvrière. Il s'agissait pourtant d'un moyen relativement accessible de favoriser la participation ouvrière qu'il appelait de ses vœux. Nous nous sommes également intéressés au rapport entre les gaullistes et les syndicats. Ce sont tout d'abord les liens avec les syndicats indépendants qui ont été précisés. Bien qu'opposé à toute ingérence politique en matière syndicale, De Gaulle semble avoir hésité à créer un syndicat gaulliste à la fin des années 1940, alors que son mouvement rencontrait un succès important parmi les ouvriers, avec environ 140 000 membres revendiqués. Le fief gaulliste, constitué par les usines Cinca de Poissy, permet de mieux comprendre les liens entre les gaullistes et les syndicats indépendants. Nous avons également retrouvé des traces de liens entre le pouvoir gaulliste et les syndicats indépendants jusque sous la Ve République. Nos investigations ont également porté sur la position des syndicats vis-à-vis de Gaulle et de sa politique sociale. Il apparaît que l'hostilité fut quasiment générale de la part des centrales syndicales, bien que les adhérents aient pu avoir une position différente, notamment lors de son retour au pouvoir en 1958. La participation suscita de nombreuses réserves, mais la CFTC se montra par exemple plus nuancée. Un autre apport de l'étude est l'analyse de l'opinion ouvrière en direction du général de Gaulle, notamment à partir des enquêtes des services de renseignement, et aussi de l'analyse des résultats électoraux dans des territoires ouvriers.
Il apparaît que l'écho que rencontra De Gaulle parmi cette catégorie sociale était d'abord lié à son rôle historique, ou à l'autorité qu'il représentait, plutôt qu'à ses projets sociaux. Le discours de Saint-Étienne de janvier 1948 sur l'association Capital-Travail porta moins, parmi les ouvriers, que celui de juillet 1947 dans lequel il avait clairement attaqué le Parti communiste, de sorte de se poser en rempart contre le marxisme et la menace soviétique. L'analyse des résultats électoraux démontre un réel écho du général de Gaulle parmi les ouvriers. Par exemple, à Uckange, dans le nord-ouest de la Moselle, qui comptait 78% d'ouvriers, il recueillit 80% de oui au référendum de 1958 sur l'approbation de la Constitution de la Ve République. Cette influence décrut dans le temps. Même si dans les années suivantes, De Gaulle bénéficia toujours de résultats plus importants que ses candidats aux élections législatives, ceux-ci s'érodèrent, ce qui explique pour partie l'échec du référendum de 1969. Cette année, à Uckange, le oui ne recueillit que 35% des voix. Les rapports des renseignements dans les régions très ouvrières avaient souligné le peu d'intérêt de la population pour cette consultation. L'un des principaux leviers d'action dont bénéficiait De Gaulle était de mobiliser l'opinion publique. Sa difficulté à saisir les aspirations ouvrières participa ainsi à l'échec de ses projets sociaux. Voilà quelques exemples des résultats obtenus par cette étude. Alors il y a plusieurs pistes pour prolonger le travail, notamment avec le dépouillement d'archives de partis de gauche, de syndicats, qui seraient d'un apport significatif, de même que de prolonger ces travaux sur le gaullisme après De Gaulle. Ces résultats, je l'espère, sont l'occasion de démontrer que l'histoire politique reste une clé majeure pour appréhender les phénomènes sociaux, avec de larges pans qui restent à explorer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très complexe, très complète et qui nous donne envie d'approfondir le sujet. Je ne sais pas si l'assistance a des questions à vous poser, vraisemblablement. Je vous en prie. J'aurais juste une question. Je viens de Saint-Étienne, j'ai commencé avec Lucien Neuwirth pour d'autres sujets. C'est juste une question. Dans vos études, est-ce que vous avez réussi à identifier des sondages ou des types de mesures d'opinion sur la perception du monde ouvrier quant au projet de participation? Est-ce qu'il y avait une adhésion, On approfondira ça la prochaine fois. c'était vu comme une manœuvre parce qu'on parle beaucoup des réserves économiques qui étaient autour de Gaulle sur la participation, mais finalement j'ai peu lu sur la perception justement du monde ouvrier de ce projet. Disons que les principaux intéressés n'étaient pas spécialement les plus mobilisés sur ce sujet. C'est pour ça que je vous remercie de votre question qui permet de revenir sur ce sujet important. Je pense que le général de Gaulle a vraiment voulu mobiliser l'opinion. C'est vraiment la principale marge de manœuvre dont il a bénéficié pour essayer de faire avancer ses projets. Et quand on regarde la perception des ouvriers, alors par exemple, après le discours de Saint-Étienne, les rapports des renseignements généraux montre qu'il y a un relatif désintérêt dans les régions ouvrières. En gros, c'est passé à côté. Pareil, quand Louis Vallon, en 1965, fait un amendement pour permettre l'accession des salariés à l'autofinancement des entreprises, là encore, les catégories sociales, on le voit dans les sondages, qui sont les moins réceptives, ce sont les ouvriers, justement, alors que ça leur était davantage destiné. Et donc, on peut voir que De Gaulle, je pense, en a joué, puisqu'il a, lors des élections pendant longtemps, privilégié les aspects plus matériels, qui sont peut-être plus à même de susciter l'adhésion. Et son idée de participation qui implique de manière très ambitieuse un changement des mentalités, eh bien, il a senti que ce n'était pas forcément le thème qu'il fallait mettre le plus en avant, au-delà aussi des réserves rencontrées par les milieux économiques qui lui ont posé des questions. Donc je pense qu'effectivement, c'est quand il a vraiment mis son va-tout à la fin de la période présidentielle sur cette question de la participation que les ouvriers ne l'ont pas suivi pour autant. Et on voit au référendum de 1969 sur la participation, les ouvriers font partie des catégories les plus réticentes. Votre curiosité est satisfaite. Moi, je m'interrogeais sur les raisons de cette empathie réciproque entre le général de Gaulle et le monde ouvrier.
Alors, du point de vue du général, ses références historiques, intellectuelles, etc., ne le prédisposaient peut-être pas à une bonne compréhension du monde ouvrier. Et de l'autre côté, du côté du monde ouvrier, vous nous avez expliqué qu'il y avait peu de réactions positives à l'idée maîtresse du général de Gaulle sur l'association capital-travail. Donc, si je vous ai bien compris, le lien essentiel, c'est la résistance. C'est cela qui a créé cette espèce d'ouverture du monde ouvrier, du moins dans une première période, à l'action du général de Gaulle. Oui, voilà, je pense que c'est le rôle historique du général de Gaulle, l'aura dont il bénéficiait, dont aucune autre personnalité ne pouvait se prévaloir, qui lui a permis de marquer le monde ouvrier. Ça, on le voit dans un certain nombre de rapports. Par exemple, la CFTC qui hésitait à manifester, par exemple, contre son retour au pouvoir, qu'elle considérait comme un coup de force en 1958. Et on voit qu'il y a un sondage qui est fait parmi les adhérents, et il y a une bonne partie des adhérents qui dit non, quand même, c'est le général de Gaulle, on ne peut pas s'opposer à lui. Alors, ce n'était pas général, il y avait des divisions au sein du syndicat, mais quand même, on voit bien qu'effectivement, il y a un attachement à la personne, peut-être à l'autorité aussi qu'il représente, après des années de 4e République, avec une certaine instabilité qui a peut-être aussi pu causer une certaine lassitude dans l'opinion, avec une situation économique qui a pu aussi créer l'attente de quelque chose de nouveau. Donc, on voit qu'il y a une adhésion à un nouveau pouvoir en 1958. Beaucoup d'ouvriers soutiennent De Gaulle en 1958. Alors que sa politique économique est une politique d'essence libérale, si ce mot a un sens. Hein. Tout à fait. Plan réformant, etc. Et on voit bien que cette adhésion, elle se réduit au cours de la période, et notamment quand il met en avant ses projets sociaux. Donc là, effectivement, il y a une incompréhension qui vient sans doute d'une approche peut-être un petit peu théorique du monde ouvrier qu'il n'a pas vraiment connue. Et donc, sauf à Arras, notamment quand il était au 33e régiment d'infanterie. Voilà, c'est ça. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une certaine incompréhension. On veut davantage changer les mentalités que de s'intéresser aux programmes plus concrets. Je vous en prie. Toute petite question. Le monde ouvrier, il évolue énormément dans les années 1960. C'est un moment où les ouvriers, les catégories ouvrières voient leurs revenus progresser fortement, où ils ont accès à un certain nombre de biens, de services. À la fin des années 60, au début des années 1970, on va d'ailleurs théoriser l'existence d'une nouvelle classe ouvrière, c'est-à-dire des ouvriers qui commencent à vivre, qui ont des comportements, mais aussi un système de représentation assez proche des classes moyennes. Est-ce que vous voyez, vous, dans votre thèse, comment cette transformation sociale essentielle a un impact sur les relations entre le pouvoir gaulliste et la personnalité du général de Gaulle et ce monde ouvrier? Parce que ce que vous semblez nous décrivez, ça semble être un paradoxe d'une certaine manière. On voit concrètement la situation du monde ouvrier s'améliorer nettement et au contraire une distance croissante entre le pouvoir gaulliste et ce monde ouvrier. Comment vous l'articulez? Alors effectivement, on est vraiment dans une période de croissance qui profite globalement à toutes les catégories de la population. On le voit bien en termes de revenus, en termes d'accès aux biens de consommation qui se développent, qui se démocratisent effectivement. Maintenant, on voit aussi que parmi ces catégories, il y a une inégalité qui se constitue, notamment les catégories ouvrières, notamment les ouvriers spécialisés qui restent un petit peu en dessous. Et il y a une progression, mais moins importante que celle des autres catégories. Alors je pense effectivement qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Est-ce que ce qui prime, c'est de voir son cadre de vie s'améliorer, ou est-ce que c'est de se comparer à d'autres catégories et de se rendre compte qu'il peut peut-être matériellement ne pas avoir les mêmes bénéfices que pour d'autres catégories sociales. Voilà, je pense que là, il y aurait effectivement un thème qui resterait à creuser, mais on voit qu'il y a un mécontentement à ce niveau-là, avec un décrochage, même si le pouvoir, il y avait un mécanisme à l'époque qui a changé depuis, d'augmentation du revenu minimum, qui était souvent augmenté au-delà des mécanismes légaux, mais malgré tout, on voit qu'il y a un décrochage et on sent qu'il y a effectivement un mécontentement à ce sujet-là. Je ne veux pas prolonger les débats, il faut qu'on passe au troisième temps de notre... Pardon, je vous en prie. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est une notion de confiance qui n'a pas été réalisée entre le général de Gaulle et le monde ouvrier? J'ai une expérience un peu personnelle, mais notre président la connaît bien. J'ai été un proche collaborateur de François
François Sommer est compagnon de la Libération, il est chef d'entreprise, et lui a voulu jouer cette participation. Et malheureusement, cela a été un échec. Au départ, et ce n'est qu'après que vous m'avez très bien fait remarquer, lorsque la deuxième ordonnance a été publiée, c'est le président Pompidou lui-même, à ce moment-là, comme Premier ministre, qui va inaugurer dans une des entreprises à Mouzon dans les Ardennes cette participation. Mais en fait, même à ce moment-là où l'État appuie cette volonté, le monde ouvrier, comme le monde industriel, était peut-être pas réticent, mais inquiet sur ce que ça pouvait comporter dans les relations ouvriers et chefs d'entreprise. Alors effectivement, merci pour votre témoignage, effectivement, et votre question. C'est la question, c'est déjà de voir l'influence de François Sommer qui a connu le général de Gaulle. Il a été reçu, il a d'ailleurs, je crois, laissé une dédicace dans son livre sur la participation justement au général de Gaulle. Et il fait partie de ces chefs d'entreprise qui ont influencé le général de Gaulle. On retrouve une correspondance, on retrouve des choses entre les deux. Sur la réception par les ouvriers, alors il y a un autre chef d'entreprise qui s'est aussi investi justement, notamment dans l'Union pancapitaliste de Marcel Loichot, et qui a aussi témoigné de son expérience en tant que chef d'entreprise, en voulant mettre en place un certain nombre de choses sur la participation, mais qui s'est surtout résumé à de l'intéressement. Et lui-même le dit lors d'une assemblée générale. Il est interrogé sur l'implication de ces ouvriers suite aux mesures qu'il a mises en place, et il dit que les ouvriers ne sont pas spécialement intéressés par cette idée de participation aux responsabilités, mais que les mesures d'intéressement sont celles qui percutent le plus l'opinion ouvrière. Donc voilà, là on a vraiment un double aspect qui se concentre plus sur les questions matérielles, et je pense que c'est la raison pour laquelle peut-être c'est justement ces idées de participation n'ont pas forcément particulièrement imprimé dans le monde ouvrier. Il y avait tout le discours aussi des partis de gauche, notamment des partis marxistes et syndicats, qui voyaient la participation comme une trahison, faisant référence à Vichy, et qui aussi présentaient ça aux ouvriers comme une manière de les détourner des autres combats. Donc je pense que ce discours-là marquait peut-être plus que ces idées qui n'ont pas réussi à avoir un écho particulièrement développé au sein de la classe ouvrière. Merci. Il y a une date que vous n'avez pas évoquée du tout dans votre propos, c'est mai 68. Est-ce que ça marque une rupture là, entre le monde ouvrier et le général de Gaulle ? Alors, une rupture, je pense que la rupture, elle a déjà lieu avant. Mais effectivement, c'est l'aboutissement d'une césure qui va grandissante. On le sent dans les notes des renseignements, on le sent dans les résultats électoraux. Il y a véritablement un décrochage. Et de son côté, De Gaulle saisit l'occasion pour remettre ses projets en avant. Mais effectivement, là, on a peut-être la matérialisation de quelque chose qui couvait déjà depuis plusieurs années. Merci et bravo pour cette thèse qui suscite évidemment notre intérêt à toutes et à tous. Et nous passons au troisième temps. Je vais donc donner la parole au directeur du mémoire de M. Meillen, M. Tristram, qui va nous présenter le travail du lauréat de l'allocation de master. Suivi immédiatement par son étudiant. Je vais prendre la parole très brièvement parce que nous sommes déjà à une heure assez avancée et je veux laisser la parole à Landry Mayen qui présentera son master. Je voulais simplement remercier l'Institut Georges Pompidou, son président, la présidente du conseil scientifique, qui ont soutenu ce master dans la durée, puisque Landry, vous avez bénéficié d'une allocation de recherche, et aujourd'hui, il est couronné par un prix, ce dont je me félicite. Ce n'est d'ailleurs pas le seul prix qu'a eu ce master, puisqu'il a eu également le prix de le comité d'histoire de la sécurité sociale. Alors,
Je veux simplement faire 2 remarques sur ce sujet. La première, c'est, qui va d'ailleurs reprendre un peu de ce qui vient de nous être présenté, c'est qu'on a souvent évalué de façon un peu négative le bilan social du gaullisme et des années de Gaulle-Pompidou. Eh bien, ce master, mais d'autres recherches que nous menons en ce moment, qui sont très contemporaines, viennent un peu renouveler et même parfois bousculer cette historiographie traditionnelle, puisque les politiques sociales menées entre 1958 et 1974 sont importantes, considérables et souvent impressionnantes. Et en particulier en matière de protection sociale. Je ne vais pas faire un cours à cette heure-ci, mais je vais simplement vous donner 2 chiffres. En 1945, à la suite des ordonnances d'octobre 1945, 50% des Français sont couverts par l'assurance maladie. En 1969, à la suite d'une loi importante de 1966, qui étend la couverture à l'ensemble des travailleurs indépendants, 98% des Français sont couverts à l'assurance maladie. Ça veut dire que notre sécurité sociale, dont nous avons fêté l'année dernière le 80e anniversaire, ce n'est pas quelque chose qui est né immédiatement en 1945 et qui s'est achevé en 1945. Elle est très largement tributaire des années de Gaulle-Pompidou. C'était la première remarque que je voulais faire. Il y a une remarque un peu incidente, c'est qu'on doit étudier cette période et on doit étudier la politique sociale des débuts de la Ve République. La deuxième remarque, c'est, je l'ai un peu senti dans la salle, quand on énonce le titre du master de Landry, on se dit, c'est pas très sexy, hein, c'est pas très sexy, c'est un peu austère. On se dit, le malheureux, son directeur de thèse lui a proposé un sujet épouvantable. Non. Nous ne comprenons... Alors, il faut tenir tous les bouts du sujet. On comprend la protection sociale dans ses inspirations politiques, et vous avez raison de les étudier. Dans l'histoire des idées, et il ne faut en aucun cas les abandonner. Mais il faut aussi considérer les problématiques de gouvernance, les problématiques un peu techniques, un peu austères du financement, et c'est ce qui nous permet de comprendre l'évolution de la protection sociale, de notre protection sociale, jusqu'à aujourd'hui. Un historien que j'aime beaucoup, qui est un peu loin de mes sujets, qui s'appelle Philippe Ariès, disait « L'histoire, ça permet de comprendre que tout n'a pas toujours été pareil. » Tout n'a pas toujours été pareil. Et aujourd'hui, la protection sociale, elle a beaucoup évolué. Nous avons d'ailleurs dans la salle un des grands acteurs de cette évolution. Mais si l'on veut saisir les enjeux contemporains de la protection sociale, on ne peut le faire que par une analyse historique de moyenne ou de longue durée. Et l'histoire, en quelque sorte, a une fonction d'expertise. Hein, d'expertise, comme vous voyez à la télévision, etc., à la radio, beaucoup de sociologues, beaucoup d'économistes, qui sont des professions tout à fait estimables, hein, mais les historiens ont aussi une place dans l'expertise, y compris au pouvoir politique. Je vous remercie, je donne tout de suite la parole à Landry Maya. Merci, qui a 10 minutes pour nous convaincre que la coche est un sujet excitant. Pardon. Oui. Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente Manigan, Mesdames et Messieurs, je tiens en guise de remarque liminaire à remercier l'Institut Georges Pompidou, Madame Manigan, Olivier Sibre, de m'avoir proposé de venir aujourd'hui, d'assister à cette réunion. Je tiens aussi à remercier chaleureusement mon directeur de recherche, Monsieur Frédéric Tristram, pour son soutien et ses conseils avisés.
Le financement de la sécurité sociale est souvent perçu, considéré comme austère et technique, rigide. Il constitue pourtant un point d'entrée pour saisir les rouages de la protection sociale, les ressorts de l'État social et ses évolutions. Pour cerner ces mécanismes, il est nécessaire de plonger dans les arcanes de cette institution qui s'appelle l'ACOS, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Il est nécessaire d'éclairer son fonctionnement et sa genèse. L'ACOS est l'objet d'étude de mon mémoire de recherche, de mon mémoire de master, qui a bénéficié du soutien de l'IGP, et je tiens à renouveler mes remerciements. L'agence centrale est placée au cœur des circuits financiers de la sécurité sociale et notamment de son régime général, terme désignant le système de protection sociale obligatoire de l'essentiel des salariés, couvrant 80% des assurés. L'ACOS est une innovation institutionnelle dont l'éclosion intervient non pas dans l'après-guerre, non pas à la Libération, mais 2 décennies plus tard, à la fin des années 60. L'ACOS est l'une des émanations d'une réforme modifiant l'organisation et la structuration du régime général, insufflée par l'exécutif gaulliste en 1967. C'est une mutation qui est mise en œuvre, c'est une réforme, c'est un ensemble de réorganisation introduit sous la présidence du général de Gaulle et alors que Georges Pompidou est Premier ministre. Le rôle de Georges Pompidou dans cette réorganisation a été relativement occulté. Peu d'études mettent au jour son influence. Georges Pompidou a pourtant œuvré à l'élaboration de cette réforme, de sa conception à sa concrétisation. L'ACOS est le produit d'une réforme dite Jeanneney, du nom du ministre des Affaires sociales d'alors, Jean-Marcel Jeanneney. Et l'apport de ce travail de recherche a été de montrer qu'aux côtés des services du ministère des Affaires sociales, il existait aussi d'autres acteurs, à Matignon, Georges Pompidou lui-même, son conseiller social, Édouard Balladur, qui ont contribué à modifier l'agencement général de cette réorganisation. La vaste transformation du régime général en 1967 conduit à amender le modèle forgé à la Libération par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945. Jugeant ce cadre désuet, l'exécutif gaulliste entend considère son adaptation comme un impératif financier et comptable. Ce constat émerge face à une inflexion notable, la hausse des dépenses sociales, hausse continue, hausse tendancielle. Ce constat est établi par plusieurs travaux, plusieurs commissions, parmi lesquelles figurent les travaux institués sous l'égide du Commissariat général du plan, dans le cadre notamment de son 5e plan, dans le cadre également d'institutions créées ex nihilo par les services du Premier ministre. Il est nécessaire d'évoquer les travaux de la commission Canivet. C'est une commission qui est créée au cours des années 60, sous l'égide du Premier ministre. Elle est présidée par le professeur de médecine Jean Canivet. Cette organisation, cette commission, va s'intéresser à l'assurance maladie et souligne l'importance, l'intérêt de sa réforme. C'est donc dans ce cadre qu'émerge l'ACOS, la réforme Jeanneney, ou considérée comme telle de 1967, répond à une volonté de promouvoir des enjeux gestionnaires. Une primauté est accordée aux notions de rigueur, d'équilibre entre recettes et dépenses. L'ACOS, qui est le produit de cette réorganisation, est animée par 2 grandes missions. La coordination des activités liées au recouvrement et la gestion de la trésorerie du régime général. L'ACOS coordonne les activités des URSSAF, ces structures qui ont été généralisées par un décret du 12 mai 1960, à l'occasion d'une autre grande réforme de la sécurité sociale menée sous l'égide de Michel Debré.
La réforme de 1967 s'inscrit en miroir, en parallèle, en regard de ce qui a été introduit au début de la décennie 1960. L'ACOS en vient à superviser des structures qui ont été généralisées 7 années plus tôt. Les fonds qui sont placés sous l'autorité de l'ACOS participent à la gestion de la trésorerie de ce régime général. Ce sont des ressources qui sont utilisées pour répondre aux ordres de paiement émis par les caisses en charge du versement des prestations aux assurés. L'ACOS gère cette trésorerie en relation avec une institution bancaire et financière austère, elle aussi, mais tout aussi intéressante, la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts est créée par une loi de finances du 28 avril 1816. Pour épauler l'ACOS dans le maniement de ses masses financières considérables, elle en vient à développer une coopération avec cette institution, cet établissement, au domaine d'intervention pléthorique. Cette coopération s'inscrit dans le cadre d'une histoire longue de la protection sociale. La Caisse des dépôts est en effet animée dès le XIXe siècle par la volonté ou le service d'assurer des missions comptables et financières au bénéfice des organismes en charge de la protection collective contre les aléas de l'existence. La Caisse des dépôts est, dès le XIXe siècle, un partenaire privilégié des caisses de secours mutuels qui obtiennent reconnaissance de leur utilité publique par une loi du 9 avril 1898, la loi dite de la Charte de la mutualité. De la même manière, la Caisse des dépôts est un interlocuteur récurrent des premières assurances sociales qui émergent au début du XXe siècle dans le cadre de la législation sur les ROP, retraites ouvrières et paysannes de 1910, puis la législation de 1928-1930, étudiée par Michel Dreyfus. C'est dans ce contexte qu'émerge une relation entre la sécurité sociale, l'ACOS étant le géant dans la pièce, et la Caisse des dépôts et consignations. Ce partenariat illustre l'obscure clarté, l'ambivalence des relations unissant la sécurité sociale et l'État, ambivalence entre autonomie de principe et contrôle de fait exercé par l'État, les pouvoirs publics, sur les ressources des organismes. En effet, dès 1945, les taux de cotisation qui définissent les recettes du régime sont définis par décret, par voie réglementaire. Le recouvrement de ces cotisations n'incombe cependant pas au ministère des Finances. Un circuit financier autonome émerge. En droit public financier, il est nécessaire de distinguer deux grands circuits, celui du Trésor qui est placé sous le magistère du ministère des Finances qui contribue à alimenter le budget général de l'État, et celui autonome qui lui fait face de la sécurité sociale. Ces circuits, tout en étant autonomes, tout en étant distincts, en viennent à être entremêlés, des liens les unissent, des connexions quotidiennes existent. Les archives de la Caisse des dépôts et notamment les fonds concernant l'ACOS les mettent au jour ces interactions. Vicissitudes, rivalité personnelle, conflictualité rythment les longs mois au cours desquels les contours de la réforme Jeannet sont définis. Contestation portée par les partenaires sociaux, la CGT, la CFDT, FO, Force ouvrière, bien que de manière plus nuancée, conséquence de relations de proximité qui existent entre son secrétaire général André Bergeron et le général de Gaulle, le Premier ministre Georges Pompidou. L'ACOS est donc le produit de cette réforme Jeanneney. Elle est une structure placée au cœur des arcanes financières, comptables, institutionnelles du régime général. Structure méconnue, elle détient des missions stratégiques. Et le contraste qui apparaît aiguise la curiosité et justifie de placer l'agence centrale au cœur de l'analyse. Le manque de lumière posée sur cette institution appelle à en éclairer le fonctionnement effectif. Pour conclure, je souhaite faire une dernière remarque. La réforme de 1967 n'est pas conduite isolément.
Elle s'inscrit dans une continuité, dans un continuum de réformes initiées dès 1958. Ces réformes sont orientées vers 3 grandes directions. La rationalisation administrative et financière, incarnée par la réforme Jeannet 1967, nous l'avons dit, la généralisation de la sécurité sociale, qui prend corps en 1966 avec la création de la CANAM, c'est-à-dire la Caisse d'assurance maladie des travailleurs indépendants, sous Georges Pompidou, Premier ministre, et le conventionnement. Et ce terme austère et rigide renvoie à une homogénéisation des conditions de remboursement des frais de santé par l'établissement d'une coopération contractuelle entre les médecins libéraux, les médecins de ville et les caisses de sécurité sociale. Il y a donc un bilan social du gaullisme qui ne se limite pas aux ordonnances Jeanneney, bien qu'elles en soient une conclusion, une conséquence directe et majeure. Je vous remercie. Merci. Des questions, mesdames, messieurs? Merci en tout cas. Peut-être une question, souhaitez-vous poursuivre votre travail pour une thèse de doctorat? Voilà, alors dites-nous le sujet que vous avez choisi avec votre directeur de thèse. Donc j'ai débuté cette année une thèse avec pour sujet le financement du régime général de la sécurité sociale de 1967 à 1996, réforme Jeanneney au plan Juppé, avec sous la direction de Frédéric Tristram à Paris et sous la direction de Rémi Pelé, professeur de droit public à Paris Cité, qui est un expert de la cause et de ces sujets financiers. Voilà un beau projet, dépêchez-vous, le prochain prix de thèse est dans 2 ans, ça va être un peu court. Hein. Voilà, merci en tout cas de nous avoir démontré que la COS n'est pas simplement une entité désincarnée, mais un rouage bien vivant de notre système de sécurité sociale. On ne peut pas se passer de la COS, je vais donner un petit signe qui va dans ce sens, c'est que lorsqu'on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas de budget le 31 décembre, on s'est posé la question de savoir comment la COS allait continuer à pouvoir emprunter. D'où la loi spéciale qui a été votée au mois de décembre pour permettre à la COS de jouer pleinement son rôle. C'est donc un rôle tout à fait décisif dans le bon fonctionnement de notre régime de protection sociale. Voilà, bien écoutez, cette rencontre va parvenir à son terme. Je voudrais me réjouir de l'intérêt de ces débats. Madame la Présidente, cela nous fournit quand même bien des raisons de continuer à préparer une rencontre sur Georges Pompidou et sa politique sociale. Voilà, il y a plein de sujets qui vont venir nourrir la préparation de cette rencontre. Voilà, Une liste donnée à la fois par Antoine et par... voilà. De Gaulle, Pompidou, etc. Bon, voilà, plein de sujets. Je voudrais en tout cas me réjouir que l'Institut Georges Pompidou puisse poursuivre sa tâche. Nous sommes dans une période de grande restructuration grâce à l'action d'Olivier Cibre qui fait fonctionner la maison. C'est une petite boutique, hein, toute petite, mais nous allons probablement déménager d'ici quelques temps. Nous allons probablement, et même assez certainement, nous transformer en fondation d'utilité publique. Donc tout ceci est en cours. J'espère pouvoir le finaliser dans le courant de cette année ou au tout début de l'année prochaine. Voilà, et le Conseil scientifique continuera à nous accompagner de ces travaux de grande qualité. Merci en tout cas à vous toutes et à tous pour votre présence dans cette maison que j'ai hantée. Je n'ose pas dire, calculer le nombre de décennies. Merci beaucoup. Il reste tout de même à ce que vous puissiez remettre les médailles. Absolument. Voilà, merci beaucoup. C'est un moment essentiel. Voilà. Merci à tous et à toutes de votre présence. Alors, nous commençons par vous, monsieur. Oui, la médaille. Elle est en dessous. Je vous laisse le soin de la découvrir. Et le chèque, il est où? Eh bien, après. Il est dans Après, il viendra, ne vous inquiétez pas. Félicitations et bonne poursuite de vos travaux. Merci. Attendez, voilà, votre directeur de thèse va faire une photo. Très bien.
Toutes mes félicitations. Voilà votre directeur de thèse qui est à la manœuvre. Et poursuite pour une prochaine thèse, alors si j'ai bien compris. Bravo. Il nous reste... il n'y a pas une médaille pour le master? On va remettre au directeur de thèse. Voilà. Vous en avez déjà eu. Juste à côté. Il reste des médailles. Encore pour Frédéric. Ah oui, les directeurs de thèse ont droit à la médaille aussi. L'instant 40. Récupérer. Oui, J'arrive au conseil. C'est toujours des dossiers oui, c'est ça, très volumineux. Il faut David là. Voilà, Très tout bien. le monde a eu sa médaille. Tout va bien. À bientôt. On quitte parce que je suis obligé Monsieur le Président, bientôt. Merci beaucoup. Merci infiniment. Ah non, c'est à l'école. Moi, j'aimerais bien prendre l'échec, mais on va demander à Olivier. L'école est là. Vous restez au pot? Non, mais je vais vous dire au revoir. Merci. En général, je vais passer quelques jours chaque été chez Bernard. Voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a expliqué. Qualité scientifique. Il y a un pot à voter. Hein. Huguette, il y a un pot. Et votre thèse, on pourra éventuellement la voir quelque part. Très bien. Et alors là, vous avez reçu le prix, la moitié du prix. Est-ce que vous avez été aidé financièrement pour déplacement au monde? Ça, c'est la base avec votre directeur de thèse. D'accord. Très bien. Mais il y a bonne continuation. Voilà.